toutes ce soir à l'APE pour notre séminaire mensuel. Nous recevons Gabrielle Arena, Caroline Legendre et Gaëlle Saint-James qui viennent de sortir un livre passionnant qui s'appelle Violences sexuelles, soigner les auteurs, c'est faire moins de victimes. Donc c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois. Donc les trois auteurs sont ici et vous allez vous présenter et peut-être nous raconter cette écriture à 6 mains, comment, si c'était facile, difficile, c'est comment vous avez fait et pourquoi vous avez écrit ce livre et ce qui peut être utile pour nous en tant qu'association de psychanalystes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes avec un grand H et qu'est-ce qui se passera après ou pouvez nous dire aussi votre parcours, et si ce livre a changé quelque chose pour vous, pour des gens qui l'ont lu et peut-être même pour certains de vos patients. Je vous laisse la parole. Gabriel, tu commences? Ouais, d'accord. Bon, bonjour à tous. Bon, je vais pas répondre à toutes les questions. On va, je pense, mélanger, hein, pour pas faire un monologue, d'un coup. Bon, donc moi, je suis médecin psychiatre. Heu, voilà, donc j'ai été responsable, du centre ressources, pour intervenants auprès de violences sexuelles, donc avec le CRIAV, parisien, enfin Île-de-France, pardon. Île-de-France, Nord-Est, hein, puisque nous étions basés à l'hôpital, psychiatrique, de Villévrard. Et puis j'étais donc responsable d'une consultation spécifique que j'ai mis en place, autour de la prise en charge, des auteurs de violences sexuelles. Une consultation qui ne prenait en charge que des auteurs de violences sexuelles, c'est-à-dire des gens qui étaient soit en obligation de soins, soit en injonction de soins. Voilà. Je n'y suis plus, hein, responsable, comme je vous l'ai dit à l'imparfait, parce que maintenant, voilà, j'ai j'ai pris ma retraite, mais ça m'a donné l'occasion justement d'écrire ce livre avec, mes 2 comparses. Donc voilà, je suis donc, médecin psychiatre responsable de cette consultation, et ensuite j'ai été aussi médecin coordonnateur. Vous savez, dans le cadre, toujours de la loi de 98, hein, il y a un médecin coordonnateur. Enfin, je dis: «Vous savez», peut-être, moi je ne sais pas ce que vous savez, hein. Non, on ne Donc le sait je pas. Si fais, Gabriel voilà, vous pouvez nous rappeler quelle est cette loi de 98? oui. Alors parce que parmi vous, je connais quand même certains noms. Je sais qu'il y en a qui savent beaucoup, hein, parmi vous, hein, donc c'est pas, il y en a qui savent tout ça. Donc je m'excuse pour eux de redire les choses. Heu, la loi de 98, c'était une loi justement pour lutter, la dite loi Guigou. C'est une loi pour lutter contre, la récidive, avec l'idée, très simplement de s'occuper, des auteurs de violences sexuelles, c'est-à-dire que lorsqu'ils sortaient de prison, qu'il n'ait pas comme ça une sortie, sèche, comme dirait Caroline, mais qu'il y ait une sortie avec un accompagnement à la fois, médical, psychologique, et social, de manière, l'idée, c'était qu'ils retravaillent tout ce qui s'était passé autour, de l'agression, de la victime, du passage à l'acte, de manière à ce que, de manière très idéale, bien entendu, mais on l'espère, ça ne recommence pas, pour éviter la récidive au niveau, d'autres, victimes potentielles. Donc c'était ça, cette loi, et donc cette loi, elle prévoit, cette injonction, de soins, donc qui se passe après, les années de prison. Et cette injonction de soins, mise en place, parce qu'il y a un médecin, un psychiatre, dans les dernières semaines, avant la sortie, qui évalue à nouveau le sujet et qui voit s'il a reçu des soins, pas reçu des soins, comment il envisage, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Et souvent, bon, ce médecin prononce une injonction de soins de manière à ce que le sujet, à sa sortie, soit pris en charge par une équipe, de psychiatrique, psychologique, et aussi par le service d'insertion, pénitentiaire. Et puis, chapeautant un petit peu, enfin pas chapeautant, mais
le dossier est aussi confié à ce qu'on appelle un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur est un médecin désigné par le juge de l'application des peines, donc la personne, le juge, le magistrat qui va suivre le sujet après, la prison, après le séjour en prison. Et le médecin coordonnateur, donc qui est un psychiatre, va, pouvoir à son tour évaluer le sujet et à son tour aider ce sujet à ce qu'il, trouve un médecin pour, commencer son suivi. C'est pas lui qui fait le suivi, c'est quelqu'un qui va essayer de, superviser, si vous voulez, le suivi. Hem, il va recevoir, ce patient, puisque face à un médecin, c'est un patient. Plusieurs fois, tout au long de, la trajectoire, si c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans d'injonction, comme ça arrive parfois, eh bien le médecin va, coordonnateur va régulièrement recevoir le sujet tous les trimestres à peu près pour voir quel médecin, psychiatre il a choisi. Ensuite pour voir quelle adéq si le sujet évolue, quelle adéquation, et cetera, si les choses se passent bien. Si le sujet, évolue ou bien s'il présente à nouveau des signes, inquiétants. Par exemple, inquiétant, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un sujet, pédophile qui tout d'un coup se remet à fréquenter les sorties d'école maternelle ou les sorties d'école primaire. Vous voyez, ça peut être des éléments comme ça d'inquiétude et le médecin coordonnateur, si vraiment il est dépassé par, ce qui se passe ou parce qu'il sent le patient dans un moment de dangerosité extrême, peut évidemment demander au juge d'application des peines de recevoir à nouveau le sujet. Donc voilà, c'est un médecin, comme ça, tampon, mi-médecin, mi-flic, mi tout ce que vous voulez, mais enfin, ça sert, coordonnateur, en tous les cas, c'est pas un médecin traitant. Voilà, donc j'étais aussi médecin coordonnateur pour le 93. J'étais du reste le seul médecin coordonnateur du 93 parce que évidemment les collègues ne se précipitent pas pour faire ce type d'emploi. I voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu par rapport à la loi ou Oui, s'il y a tout une à question fait. par Et moi, rapport à j'avais une question, comme on est des psychanalystes, est-ce que dans les injonctions de soins, ces patients voient des psychanalystes aussi? Est-ce que vous travaillez aussi avec des psychanalystes ou c'est pas du tout dans la alors ligne de c conduite? alors ça pourrait être dans la ligne de conduite, il y a aucune, interdiction. Au contraire, il y a des approches, psychanalytiques dans le livre, vous avez peut-être vu, Oui, il y tout a à des fait. approches psychanalytiques qui sont possibles. Mais c'est possible, vous le savez bien, avec des sujets qui sont en capacité de parler, ce qui n'est pas toujours le cas des agresseurs sexuels, hein, qui sont plutôt dans l'agir et dans l'acte. Et des sujets qui sont en capacité de parler, des sujets qui sont en capacité de faire des associations, d'analyser, de payer un psychanalyste. Bon, en sortant de prison, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment très argentés et mais s'il y avait dans l'équipe et puis c'est des sujets qu'on voit, enfin pour lequel on conseille de pas faire trop un travail, individuel, hein, d'essayer de commencer à faire plutôt un travail en groupe, et parce que bon, ils vous entraînent, ils vous emmènent dans là où vous voulez pas forcément aller, où c'est un peu compliqué. Donc c'est pas du tout impossible, mais ça c'est rendu un peu impossible par la situation. Et puis l'autre chose qui fait que c'est impossible, c'est que les psychanalystes en ville, ils sont peu enclins à prendre ce type de population, hein. Ils sont pas vraiment, très contents quand, il y en a un qui pousse la porte de leur cabinet pour dire, voilà: j'ai été, ceci, cela, incarcéré», voilà. Donc il y a aussi ça, vous voyez? C'est des 2 côtés. C'est à la fois du côté Mmh. du soigné, du soignant que la difficulté. Mais à l'intérieur des équipes et des groupes que l'on fait, il y a des gens qui ont des formations analytiques et ces formations évidemment peuvent servir même dans un travail de groupe, hein, Mmh. de prise en charge. Mmh. Mmh. Tout à fait. Merci Gabriel. Si Gaël ou Caroline veulent Ouais, voilà. prendre la Alors, parole. on est assez ritualisé en fait, quand on fait des présentations, en général, c'est Gabriel qui commence.
moi, je continue et Gaël termine et ça tombera bien parce que Gaël pourra évoquer l'historique de la conception et de l'élaboration du livre. Vous verrez pourquoi c'est important que c'est elle qui l'évoque. Donc, moi, je suis Caroline Legendre, donc je suis psychologue clinicienne spécialisée en art-thérapie. Et j'ai toujours eu une double pratique, aussi bien en psychiatrie, intra-hospitalière et extra-hospitalière, CMP, et en prison, en milieu carcéral. Actuellement, je suis moi aussi je suis retraitée de la fonction publique, mais ces 20 dernières années, j'ai concentré ma pratique sur le milieu carcéral et notamment, j'ai été psychologue référente de l'unité sanitaire, c'est-à-dire de l'équipe médicale et médico-psychologique du centre de détention de Melun. Melun, c'est dans le 77. Et dans ce contexte-là, j'ai élaboré avec toute l'équipe en place, il y a une quinzaine d'années, un dispositif spécifique pour les auteurs de violences sexuelles. Vous verrez que ce dispositif est cité dans le livre. Et donc, actuellement, je continue, comme Gaëlle, la retraite est bien active puisque j'en ai profité pour écrire ce livre, pour coécrire ce livre, on vous expliquera. Et je suis toujours référente de la CUMP 77 qui est rattachée à l'hôpital de Melun. Alors, la CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique. Vous savez, ce sont ces équipes qui interviennent dans l'urgence quand il y a pour effectivement une prise en charge rapide et de personnes impliquées qui ont subi des événements traumatiques graves. Alors, je continue cette pratique. Pour moi, il était important de continuer à travailler. Et alors, ça a un sens aussi de vous en parler, puisque, en fait, toute ma pratique, que ce soit en psychiatrie, en milieu carcéral et autres, a toujours été répartie sur 2 axes. On va dire la prise en charge des auteurs d'actes violents, d'actes criminels, et la prise en charge des victimes aussi. Et pour moi, on pourra en reparler, et effectivement, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a tout un fil directeur aussi, et que entre justement les violences sexuelles subies et les violences sexuelles agies, c'est quelque chose qu'on évoque, cette histoire de répétition sous une forme agie d'éléments traumatiques. Donc voilà, c'est vrai que ce sont pour moi des pratiques complètement complémentaires, et ce qui peut paraître paradoxal. Et en même temps, soigner les auteurs, en fait, c'est pas si paradoxal que ça, parce que soigner les auteurs, c'est aussi se préoccuper des victimes. Ça, on en parle beaucoup dans le livre. Et par ailleurs, j'ai eu une longue pratique aussi d'expert judiciaire, aussi bien au pénal qu'au civil, et aussi bien auprès d'auteurs que de victimes. Alors, je ne vais pas vous détailler tout mon itinéraire, mais quand même, alors pourquoi l'intérêt sur la violence sexuelle ? Effectivement, j'ai commencé à travailler très jeune, toute jeune professionnelle en prison, en 1981, ce qui est important parce que c'était avant la loi de 1994. Vous verrez qu'on vous parlera beaucoup de lois. En fait, on travaille tout le temps en articulation santé-justice, c'est hyper important. Et en fait, la loi de 94 est une loi qui signe l'indépendance du sanitaire par rapport au judiciaire. C'est-à-dire qu'actuellement, maintenant, tous les soins sont regroupés dans ce qu'on appelle des unités sanitaires, avec à la fois une prise en charge médicale, psychiatrique, psychologique, mais toutes les unités sanitaires qui existent en milieu carcéral sont rattachées au ministère de la Santé, sont indépendantes par rapport au ministère de la Justice, ce qui est hyper important, notamment par rapport à la garantie du secret médical. Donc moi, j'ai commencé il y a bien longtemps, avant la loi de 94, avant la loi de 98, et je dirais que je représente un peu, dans notre trio, l'histoire, voire la préhistoire. Gabriel, bien sûr, représente aussi l'histoire aussi, mais moi, c'était vraiment au tout début, et c'était une époque où je me suis retrouvée complètement par hasard en prison par rapport à ma spécialité d'art-thérapie, ma spécialisation. Et c'était une époque où, effectivement, en prison, il y avait très peu de soignants, il y avait très peu de psychologues, il y avait aussi très peu de femmes qui travaillaient en prison, ce qui a bien changé actuellement. Et finalement, je me suis
une fois la sidération dépassée par rapport à des personnes auteurs d'actes criminels très graves, puisque le premier établissement où j'ai exercé, c'est la maison centrale de Château-Thierry, qui à l'époque, c'est un établissement qui existe toujours, mais qui à l'époque était une maison centrale, donc qui représente le plus haut degré sécuritaire. Et on m'a demandé, le psychiatre qui travaillait à l'époque m'a demandé d'y introduire l'art-thérapie. Et en fait, je dirais que le fil directeur de mon travail en prison, c'est d'aider, finalement, de favoriser l'accès aux mots, aux pensées, aux représentations, par des outils parfois autres que la parole, notamment tout ce qu'on appelle les outils de médiation. Donc moi, c'était l'art-thérapie, là, avec centré sur l'expression picturale, mais il peut y avoir différentes sortes de médiation, on pourra en parler aussi, on en parlera. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'est ce qui m'a un peu captivée et passionnée quand j'étais toute jeune professionnelle, propulsée dans cet univers assez effrayant, c'est de me rendre compte qu'effectivement, il était possible de faire passer ces sujets de l'acte à l'image et à la pensée et à la parole. Et ça a vraiment été le fil directeur de ma pratique et, et m'a permis, je pense, de travailler, alors tout en sachant que, évidemment, ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra tout le temps. Le travail en équipe, quand on travaille en prison avec des auteurs d'actes de criminels, est primordial. On n'est rien tout seul. C'est hyper important de travailler en équipe et de travailler dans un cadre thérapeutique solide que l'on construit. Mais à l'époque, c'était vraiment les balbutiements de toute je dirais, l'espace thérapeutique. On construisait peu à peu, avec les psychiatres et les psychologues qui travaillaient en prison, on a construit peu à peu justement l'espace thérapeutique en prison. Et notre souci a été d'aménager des dispositifs et des stratégies thérapeutiques pour essayer d'aider ces sujets auteurs d'actes criminels à retrouver le chemin des mots, le chemin identitaire, et à accéder à toutes ces zones obscures qui s'étaient exprimées par le passage à l'acte. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée aussi travaillant à Fleury-Mérogis, au centre de jeunes détenus, auprès de tout jeunes adolescents. Il y a dans le public Frédéric Lavesse, qui est une spécialiste aussi de la violence sexuelle chez les adolescents. Et effectivement, et ça a été fondateur pour moi, cette expérience. Et notamment, j'ai mis en place un dispositif interactif, des dispositifs thérapeutiques incluant à la fois l'art-thérapie, scandée par des entretiens individuels dans une dynamique interactive et complémentaire qui permettait peu à peu d'essayer de réduire les phénomènes de clivage et d'aider ces adolescents à s'exprimer par la parole. Et ce dispositif que j'appelle dispositif à double focale restera fondateur et va me permettre aussi à Melun de proposer ce type de thérapie à bifocale, à double focale, pour justement, alors à Melun, dans un centre de détention réservé à des adultes, hommes, et qui est principalement des longues peines, des très longues peines, voire des perpétuités, et quelques moyennes peines, mais enfin voilà, un public donc qui se caractérise par la massivité des passages à l'acte, par la gravité sur le plan judiciaire et du coup aussi par une personnalité présentant de gros troubles. Voilà. Donc voilà un petit peu mon parcours pour aller vite. Voilà. Et alors oui, quand même. Et j'ai eu, et en fait, dans toutes ces années-là, notamment les années 90, pourquoi mon intérêt pour la violence sexuelle, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte avec les praticiens de l'époque, psychiatres, psychologues, qu'il y avait de plus en plus de condamnés en prison pour des raisons de condamnés ou de mise en examen pour des infractions sexuelles. Sans doute, alors là, il y a tout l'aspect sociétal dont on parle aussi dans le bouquin, sans doute parce qu'effectivement, il y avait aussi beaucoup plus de personnes qui osaient porter plainte. En tout cas, du coup, les équipes un peu pionnières ont commencé à réfléchir sur que faire avec ce type de sujet. Et c'est tout l'essor, et moi j'ai participé finalement à tout ce mouvement-là, on y reviendra après, c'est les années 90, de 90 à, oui, les années 90, où l'on fait toute une recherche sur le fonctionnement psychique des auteurs de violences sexuelles, où on commence à réfléchir, on commence à comprendre leur fonctionnement et on commence vraiment à réfléchir sur les dispositifs thérapeutiques qu'on peut mettre en place avec eux. Donc finalement, j'ai eu la chance de rencontrer les pionniers, dont
Claude Ballier, psychiatre, psychanalyste. S'il y a dans la bibliographie des ouvrages qu'on peut vous recommander, outre le nôtre, il y a, eh ben, bien sûr, c'est les ouvrages de Claude Ballier et bien d'autres, hein, André Ciavaldini, et cetera. Il y en a bien d'autres, tout ça, on pourra répondre. Mais voilà. Donc finalement, voilà, j'ai un peu participé à tout ce mouvement-là et j'ai vraiment vu l'évolution, bah oui, depuis en 40 ans finalement. Voilà, et j'ai eu le grand plaisir, voilà, il y a eu vous verrez qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de la rencontre. C'est la rencontre avec le sujet, hein, les sujets qu'on a en face de nous. On se rend compte finalement à partir du passage à l'acte, qu'il soit sexuel ou pas d'ailleurs. Et, et l'idée dans la prise en charge, c'est d'établir une vraie rencontre avec ces sujets. Mais la rencontre, ça vaut aussi pour la rencontre avec tous les professionnels avec qui l'on travaille. Et ça a été le cas, une rencontre avec, il y a plein de gens là dans le public que j'ai rencontrés, avec qui on a travaillé et on travaille toujours pour certains. Mais en tout cas, la rencontre, il y a une rencontre avec Gabrielle Arena dans le cadre du travail qu'elle vous a décrit et avec Gaëlle. Et je pense que notre rencontre et notre travail à trois illustrent vraiment aussi la façon de travailler avec les auteurs de violences sexuelles. C'est-à-dire que on ne peut rien faire tout seul. Je laisse la parole à Gaëlle. Merci, Caroline. Bonsoir à tous. Alors moi, pour ma part, j'ai un parcours un peu moins rectiligne, on va dire, parce que dans les premières années de ma vie, j'ai eu donc un passé de journaliste scientifique. Ensuite, j'ai travaillé en entreprise, dans ce qu'on appelle le business to business, mais toujours avec un intérêt marqué pour la santé mentale, la question de la violence aussi d'un point de vue philosophique qui m'a toujours voilà, interpellée. Et donc, j'ai fini par entamer une reconversion donc pour le métier de psychologue clinicienne, avec cet intérêt marqué pour tout ce qui a trait donc au trauma psychique, à la victimologie, la criminologie. Donc, j'ai orienté mes stages au moment de ma reconversion dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai intégré le CRIAVS, donc fondé par Gabrielle. Et donc, Gabrielle, en fait, à l'issue de mon stage, m'a proposé voilà, de m'embaucher, notamment parce que au CRIAVS, en fait, il y avait à la fois ce que disait Gabrielle, il y avait une partie unité de psychiatrie et de psychologie légale, donc ça c'était pour le volet consultation, et une partie formation pour les intervenants, pour les professionnels de santé, de la justice. Et donc c'est notamment pour cette partie-là aussi que Gabrielle m'avait proposé de les rejoindre, en raison de mon expertise en entreprise, plus sur le volet formation, etc. Donc, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là. J'ai fait également la connaissance de Caroline à ce moment-là. On a travaillé ensemble à préparer des sorties de prison, voilà, des accompagnements pour des sortants de prison, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture effectivement dans les soins, dans la continuité des soins. Et donc, il se trouve qu'après le départ de Gabrielle, une journaliste du Monde est venue faire un travail en immersion, un reportage en immersion au sein de l'unité. Et quand elle m'a présentée dans l'article, elle nous a tous interviewés dans l'équipe, et quand elle m'a présentée, elle a insisté sur mon passé de journaliste scientifique. Et la maison d'édition qui nous a publié donc m'a contactée en se disant, en tant que journaliste scientifique, elle va pouvoir nous expliquer assez clairement, enfin vulgariser la question de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Et moi, j'ai réfléchi de mon côté parce que je trouvais ça compliqué de porter le sujet toute seule. Enfin, c'est quand même un sujet difficile et il y a énormément de choses à dire. Donc, j'ai réfléchi et j'ai pensé tout naturellement à Caroline et à Gabrielle, pour toutes les raisons qu'elles vous ont évoquées. Bon, Gabrielle, quand même, qui a fondé et le CRIAVS et l'UPPL dans le 93. Caroline, voilà, pour son expérience de longue date en milieu carcéral auprès des auteurs, des grands délinquants sexuels. Et je m'étais dit que ce serait précisément intéressant de voir, depuis le milieu fermé, donc depuis le milieu carcéral jusque dans le milieu ouvert, qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes, avec ces auteurs, et effectivement expliciter, notamment pour le grand public, mais pas que, qu'on n'en fait pas rien en fait. Effectivement, il y a toute la loi Guigou qui encadre les soins pénalement ordonnés, mais en tout cas, il n'y a pas a priori de sortie sèche. Bien au contraire, il y a une volonté
et du côté du judiciaire et du côté du sanitaire, de pleinement s'articuler pour leur offrir un cadre de travail qui préserve aussi, bien évidemment, enfin qui préviendrait pardon, la récidive. Quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que le livre s'est fait. Et l'écriture à 6 mains, finalement, ça s'est plutôt bien fait aussi. Voilà, je laisserai mes chères co-autrices en dire un mot, mais on a réfléchi en fait à ce qui nous semblait important de livrer comme message. Il y a à la fois, bon, il y a deux choses. Il y a à la fois, on va dire, tout le carcan, effectivement, judiciaire, sanitaire, enfin, planter, on va dire, le cadre pour le grand public, mais pas que, encore une fois, parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes-là. Et après, il y avait ce sur quoi je savais qu'on s'entendait toutes les trois, c'est tout l'aspect, effectivement, philosophique, tout l'aspect message que l'on avait envie de faire passer sur la répétition traumatique, le continuum de la violence, la question très importante de la prévention, voilà. Donc, c'est aussi ce qui nous a motivés à écrire toutes les trois. Et ensuite, on s'est concerté voilà, sur les différents cas cliniques qu'on avait envie de mettre de l'avant. Il nous semblait important, parce qu'effectivement, la violence sexuelle a quelque chose de très protéiforme, hein, donc on trouvait que ce serait important aussi de mettre des cas différents, un exhibitionniste, un pédophile, viol sur femme adulte, un hébéphile, c'est-à-dire quelqu'un attiré plutôt par les adolescents, voilà, un père incestueux. Donc, on a réfléchi vraiment au cas qu'il aurait été pertinent de porter voilà, à votre connaissance. Et ensuite, on s'est répartis entre nous les chapitres et certains, on les a écrits à plusieurs mains. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de compléter, mesdames. Merci Gaëlle. Peut-être nous parler d'un cas clinique ou de ce qui peut se passer aussi. Moi, j'ai le souvenir qui m'est venu d'un seul coup de Flavie Flament qui avait décrié le photographe à la mode et qui s'est suicidé. Donc, est-ce que ça arrive est-ce que vous avez des cas comme ça de personnes où justement ils savent qu'ils vont aller en prison, ils ne vont pas en prison parce qu'ils arrivent à passer à l'acte sur eux-mêmes? Des cas comme ça que je n'ai pas lu dans le livre, mais ça m'est venu d'un seul coup parce que j'ai lu une interview de Flavie Flament il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. Ceux qui sont ceux que l'on voit, c'est ceux qui sont en obligation de soins ou en injonction de soins, c'est-à-dire c'est-à-dire on les voit soit avant le procès, soit après, soit pendant la prison, c'est le rôle de Caroline et des équipes de prison, soit après la prison. Donc nous, on n'a que des gens qui sont dans le parcours, c'est-à-dire ils n'ont pas, voilà, ceux qui ont des velléités suicidaires et qui parfois se suicident, ça doit arriver, n'arrivent pas jusqu'à nous par définition, c'est-à-dire c'est un moment, ou alors c'est un moment donné du parcours. Mais c'est pas bon, c'est une réaction qui peut arriver, bien sûr, redoutable, mais franchement, moi, je n'ai pas eu beaucoup de cas comme ça, avec ce type de bon, des sujets qui se dépriment, oui, bon, pas toujours comme on le voudrait, mais qui se dépriment, oui, ou des sujets qui, au contraire, éclatent dans la psychose, ça arrive, hein. Je pense que notamment quand ils sont enfermés en prison, souvent, enfin bon, je rentre un peu dans la clinique là, mais souvent les passages à l'acte, sont là pour en quelque sorte, répondre à des angoisses internes, qui seraient plutôt très mutilantes, comme le et quand ces sujets sont enfermés, incarcérés, eh bien là où ils n'ont plus de possibilité de passage à l'acte, c'est quelque chose qu'a décrit Ballier, je crois, hein. Eh bien effectivement, il y a des hallucinations, il y a une auto-agressivité ou une agressivité sur celui qui est dans la même cellule, hein, qui peuvent être, qui sont d'ordre psychotique, hein, comme des déflagrations psychotiques, voilà. Donc derrière ces sujets
qui, pour la plupart, ne sont pas des malades mentaux, Mmh. hein, ça c'est vraiment là ce qu'on peut dire. Il y en a quand même quelques-uns, quelques-uns qui sont des vrais patients, psychotiques ou des patients dépressifs ou des patients, borderline, tout ce qu'on veut et cetera, bipolaires et cetera. C'est une petite portion, mais ça existe. Donc ces sujets-là, effectivement, ils peuvent avoir des passages à l'acte auto-agressifs ou hétéro-agressifs, notamment lorsqu'ils sont enfermés, ça c'est sûr. Mhm. Merci Gabriel. Caroline, vous êtes qui va nous parler d'un cas clinique et comment vous avez décidé de parler d'un tel ou pas? C'était entre vous les réunions? Alors Oui. justement, c'était, on verra, moi je suis pas très douée pour synthétiser, alors je laisserai peut-être Gaëlle par exemple parler d'un cas clinique. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu et Gaëlle l'expliquait, il y a 9 cas cliniques, donc on en a écrit, enfin ça correspond à 3 cas cliniques chacune. Mais en fait, ce sont des espèces de portraits qui se sont inspirés, hein, de patients qu'on a pris en charge, donc moi en milieu carcéral, notamment dans le cadre de mon travail, oui, dans le cadre de mon travail en prison, on va dire globalement. Et mes co-autrices se sont inspirées de patients qu'elles ont pris en charge et suivis en milieu ouvert. Alors, aussi bien, on voit dans les cas cliniques qu'on évoque, justement, alors, dans ces cas cliniques, on voit qu'on évoque aussi bien les prises en charge individuelles que groupales. Mais alors, pour des raisons, comme vous l'imaginerez bien, effectivement, éthiques, de confidentialité, et même plus que ça, hein, par rapport au secret médical, évidemment, on ne pouvait pas divulguer comme ça un cas clinique. Donc, c'est vraiment une espèce finalement, c'est un peu comme une sculpture. Je parlais d'art-thérapie ou un collage comme ça. On a fait des espèces de montages pour réaliser ces portraits, mais pour illustrer un certain type de fonctionnement psychique sous-jacent au passage à l'acte, au comportement sexuel violent, comme le disait Gaëlle, avec différents types d'infractions représentées. Et surtout, l'idée, c'était que ces cas cliniques, et c'est vrai que l'éditeur nous a aussi demandé ça, ces cas cliniques, l'idée, parce qu'on était en lien toutes les trois, mais beaucoup en lien avec l'éditeur, ces cas cliniques, l'idée, c'est qu'ils puissent à la fois dire quelque chose du fonctionnement psychique du sujet, mais également dire quelque chose des stratégies thérapeutiques et illustrer les différentes thérapies qu'on peut mettre en place par rapport à ces sujets, aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Donc, c'est ça qui nous a guidés. Et effectivement, on peut aussi décrire un peu le type de stratégie thérapeutique, d'outils thérapeutiques qu'on a mis en place. Mais en tout cas, voilà. Mais ces cas cliniques représentent vraiment ces sujets, finalement, sont un petit peu... j'ai des collègues là, on voit que ce soit les CRIAS ou autres, ceux qui ont lu le livre, je pense que les cas cliniques leur font penser à des cas cliniques qui font partie de leur clinique, justement de leur clinique habituelle. Vous voyez, ils sont assez exemplaires. Enfin, exemplaires dans le sens, ils représentent quand même la diversité des fonctionnements, puisqu'effectivement, comme on l'a dit, on n'est pas dans la pathologie psychiatrique chez les auteurs violences sexuelles, on est principalement dans des gros troubles identitaires, des gros troubles de la personnalité. Et on a essayé effectivement de montrer, d'illustrer tout cela par nos cas cliniques. Voilà ce que j'aurais un peu envie de dire par rapport aux cas cliniques. Et à savoir aussi que moi, quand j'ai commencé, c'est un truc quand même que je trouve important à dire. Quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin avec Gaëlle et Gabriel, on a eu toute une phase vraiment de préparation pour voir effectivement quels sujets on traitait, comment on s'y prenait, etc., quels étaient les points importants. Et moi, il y a des moments, j'en parlais. J'étais encore en exercice et j'étais encore, je prenais en charge des patients et je parlais avec eux de ce travail d'écriture. Et certains patients savaient que j'écrivais un bouquin avec 2 personnes et me donnaient des textes en me disant voilà, ça c'est des choses que vous pourriez faire passer. J'ai même des patients qui m'ont signé des autorisations pour publier un dessin, voilà, parce que effectivement,
L'idée du livre et des cas cliniques aussi, et il ne s'agit pas de minimiser ou d'excuser, hein, minimiser les passages à l'acte ou d'excuser effectivement ces hommes. Nous ne sommes pas avocates, nous sommes thérapeutes, mais l'idée du livre, c'était aussi d'arriver à se décaler justement, de la réduction du sujet, au passage à l'acte ou à l'infraction. Donc effectivement, les cas cliniques visent aussi à montrer toute la part d'humanité au sens fonctionnement psychique humain, hein, qui est sous-jacent au passage à l'acte. Voilà ce que j'ai envie un peu de dire par rapport au cas clinique, mesdames. Oui, peut-être. Alors effectivement, pour synthétiser la question de la prise en charge et des cas cliniques, la manière dont on fonctionne, j'allais dire assez classiquement, finalement, qu'il s'agisse du milieu ouvert ou du milieu fermé, c'est que il y a toute une phase en fait d'évaluation clinique. Quand les patients, quand on reçoit les patients pour la première fois, en fait, on les voit en évaluation. Et de cette évaluation, donc on va essayer de dégager effectivement des pistes thérapeutiques. Donc, comme le disait Caroline, ce sont des patients qui présentent majoritairement des troubles de la personnalité. Donc, pendant cette évaluation qui peut se poursuivre en fait sur plusieurs rendez-vous, on va faire toute l'anamnèse du patient, on va investiguer tout ce qui a trait aux relations sociales, son rapport à autrui, son rapport à la loi, qu'est-ce qu'il dit du passage à l'acte, comment il le décrit, où il en est, lui, en fait, de son questionnement, de son propre questionnement par rapport au passage à l'acte. Est-ce qu'il est dans une minimisation, une banalisation, voire un déni? Donc on essaye d'évaluer tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi éventuellement de sa fantasmatique, quand le passage à l'acte est associé à des fantasmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on creuse tout ça en fait sur 2 voire 3 rendez-vous assez longs. Et ensuite, en fait, alors effectivement, voilà, on se penche aussi sur sa personnalité. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de borderline, personnalité évitante? Est-ce qu'il y a de la phobie sociale? Dans les habiletés sociales, comment est-ce qu'il est? Enfin, on essaye effectivement de dresser un portrait comme ça, un peu une mosaïque de traits, en fait, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Il y a aussi toute la partie ressources du patient, sa capacité effectivement à élaborer. Ça, on voit bien qu'avec certains patients, c'est beaucoup plus compliqué, l'élaboration, il faut aller les chercher. Donc ça va nous donner aussi à nous derrière des indications pour la prise en charge. Et donc, ça va nous permettre de déterminer est-ce qu'effectivement on le met en groupe, est-ce qu'on fait d'abord de l'individuel, enfin voilà, on réfléchit derrière à l'arsenal thérapeutique, j'allais dire, qu'on va pouvoir déployer pour les prendre en charge. Après, bon, effectivement, ce que tu disais, Caroline, aussi, c'est que dans l'ouvrage, dans notre ouvrage, là, Ces hommes parmi nous, on a tenu effectivement à expliciter plusieurs types de thérapies possibles parce qu'il faut les faire travailler et que ce qui les caractérise aussi dans le passage à l'acte, c'est une difficulté à penser. Et donc, tout l'enjeu du travail thérapeutique par le biais des médiums auxquels on va recourir, c'est de les amener à penser, en fait, à historiciser leur vécu, à aller vers toute la part d'émotionnel qu'ils n'ont pas envie de voir en eux. Enfin, voilà, c'est ce travail-là qu'on va essayer de mener avec les patients. Et, enfin, l'idée, c'est de les faire, les transformer, qu'il y ait un processus de transformation psychique, bien évidemment. Je ne sais pas si, Gabrielle, tu as envie d'en dire quelque chose aussi. Oui, je pense que c'était une idée enfin, c'est ce que voulait l'éditeur, hein, c'est-à-dire que c'était des cas, c'est-à-dire il voulait absolument pas qu'on parte dans le jargonnage, dans les théories, il voulait quelque chose où le public pouvait comprendre très vite, très simplement, très directement ce dont il était question, compte tenu du sujet qui est quand même un sujet difficile, hein, surtout aujourd'hui. Mmh. Là, on est dans MeToo à fond, donc là, des gens qui tout d'un coup parlent
de ce qui se passe de l'autre côté, du côté des hommes et des agresseurs. Ça peut être très mal compris, ça peut être, voilà. Donc il voulait absolument qu'on travaille, qu'on présente des cas le plus simplement possible, le plus, directement possible. Donc nous, on a cherché dans nos patients, chacune on en a pris 3 et on a, pu, et avec l'idée d'à la fois montrer des profils différents, hein, ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire, c'est vraiment très différent d'être un père incestueux et d'être un 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 pédophile, autre déjà, autre que son enfant. C'est très différent d'être un violeur de femmes adultes et d'être quelqu'un qui fait du téléchargement, et qui visionne, des enfants et cetera, bon, donc voilà, donc on a choisi, des cas à la fois parce qu'on les avait eus en prise en charge et à la fois on a essayé de faire tout le panel des profils et comme ça a été dit aussi toutes les les approches thérapeutiques, une fois qu'on avait effectivement fait l'analyse dont a parlé, Gaëlle, de l'évaluation, de qui on avait devant nous, et bien de toutes les approches possibles. Sachant que, chacun fait avec ce qu'il a, avec sa formation, avec les équipes qu'il a aussi en place, puisque dans la plupart des cas, nous ne travaillons pas seuls. Heu, c'est souvent, au c'est souvent en groupe que ces gens sont pris en charge, voire si on ne peut pas être en groupe, toujours en duo. On ne reste pas seul, avec, avec la personne. Donc, le bouquin devait, effectivement, faire un petit peu décrire, toutes les prises en charge, des prises en charge individuelles aux prises en charge groupales et puis des prises en charge, avec fantaisie parce que c'est un monde où il faut, on a devant soi des personnes qui sont pas ouvertes à la parole, qui parfois sont, carrément, dans un refus, de se livrer à ce travail, qui sont obligés, hein, par la justice, mais en tous les cas, qui s'y refusent. Donc on doit, trouver des moyens aussi, être un petit peu créatif pour, pouvoir, un petit peu les amener, du Mmh. côté heu, d'une réflexion, de pouvoir un peu dérouler leur histoire avec eux, de leur montrer que cette histoire, elle est importante, qu'elle y est pour quelque chose dans ce qui s'est passé, dans les passages à l'acte, dans leurs rencontres, dans leur manière dont ils se sont, hem, dans dans les manières dont ils s'en sont pris à certaines victimes, et cetera et cetera. Donc c'est finalement, on doit faire tout un travail d'intéressement, je dirais, du patient à sa propre histoire et à sa personne et à le convaincre que c'est en déroulant son histoire qu'on va quand même, pouvoir l'aider. Donc, par rapport à la démarche classique, psychanalytique, évidemment, on est, on n'y est pas. Là, on est dans je dirais, une approche très active, du Mmh. thérapeute qui va, ne pas attendre la parole, ne pas attendre les associations, ne pas Mmh. mais qui les a dans sa tête, bien entendu, et qui va essayer de tendre des perches, voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant quand on prend en charge en groupe, c'est que, finalement, chacun va raconter, s'il y a des thèmes proposés, va raconter un bout de son histoire et les autres vont parfois, c'est la première fois qu'ils entendent quelqu'un d'autre, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'ils Mmh. l'entendent au sens, fort du terme, hein, pas uniquement avec les oreilles, mais avec leur esprit et parfois aussi leur émotion. Et donc, et en disant: «Ah bah, tiens, moi aussi j'ai vécu ça». Bon, ah oui, d'accord et donc là, il y a une espèce de renvoi en miroir, voilà et c'est comme c'est des gens qui quand même sont en panne, souvent du côté de l'altérité, du côté de ce qui est l'autre, ils sont dans un voilà, très comme on dit souvent, ils sont narcissiques. Vous savez, on entend ça tout le temps, ils sont narcissiques. Bon, mais ça veut vraiment dire, qu'ils sont effectivement très centrés sur eux, mais sur un tout petit peu d'eux, hein, parce que c'est pas non plus voilà Mmh. et donc il faut arriver à ouvrir ça et donc le groupe est important pour pouvoir pour faire ce travail de prise, de prise en de prise de conscience, d'eux-mêmes. Je sais pas si je réponds à la question. Mmh. Et en plus, oui, il y avait une question de Pauline.
Et je pense que Oui, Gabriel vient d'y répondre justement, ouais. j'ai pas réussi à lire toute la phrase, toute la question. Ah C'était oui, c'est par où la rapport à la question? pensée, l'incapacité de penser. J'ai pas tout lu. Pensez-vous que cette difficulté de penser est liée à leur incapacité à penser l'autre, la victime? Point d'interrogation. Oui, oui, bien sûr. Oui, Mais à penser tout court, hein, pas que la victime, hein, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que il y a comme voilà, il y a un arrêt, ils sont dans l'acte, enfin dans l'instant, et il n'y a pas forcément d'élaboration sur ce qu'est l'autre, pas que la victime, hein, leur entourage, voilà, c'est pas uniquement la victime. Et vous, en tant que psychiatre, Gabriel, Oui. est-ce qu'il y a des médicaments, où en est la pharmacopée pour ce type de personnes, où on les laisse sans médicaments? Enfin, comment ça se passe au niveau de votre côté, au niveau médical de la psychiatre qui nous parle? Alors au niveau médical, c'est une grosse question. Heu, il y a évidemment, tout ce qui est, thérapie, dont vous avez entendu parler sûrement dans les médias, à chaque fois qu'il y a un fait divers, alarmant et cetera. On parle de castration, chimique, Dieu merci parce que la castration physique, c'est interdit en France, hein. Mais on parle beaucoup de ça, on oui. parle des médicaments qu'ils devraient recevoir, c'est-à-dire il y a des médicaments, vous savez, comme l'Androcur, hein, Mmh. qui bloquent, la production de testostérone, laquelle testostérone est responsable de la puissance, de la virilité, d'une forme, d'agressivité, enfin bon, elle a beaucoup d'intérêts. Donc il y a toute cette, il y a tout ce il y a toute cette demande sociétale autour, des produits, comme ça qui vont bloquer, le sujet. Alors ça n'est pas, moi je rejette pas ça, c'est pas, je ne rejette pas, ça parce qu'il y a parfois des sujets qui sont tellement envahis, par des fantasmes, notamment par exemple des fantasmes pédophiliques. C'est Mmh. arrivé que des sujets où ils disent moi je pense à un patient qui disait toujours, que lorsqu'il voyait les enfants, les pieds des enfants, il avait envie de passer à l'acte. Alors l'été, il essayait de pas de sortir de chez lui pour pas avoir trop de pieds d'enfants, dans la rue, parce que l'été, on met des pieds nus. Et donc, vous voyez, il y avait des choses comme ça et des sujets très envahis comme ça, ils Oui, peuvent tout les à fantasmes. fait, ça peut être intéressant de pouvoir un petit peu, leur permettre en quelque sorte de réduire cette agressivité et les passages à l'acte. Donc ça peut se faire. En même temps, ce sont des thérapies, médicamenteuses très lourdes, qui demandent des bilans importants, Mmh. qui ne sont pas sans conséquences, pour l'individu, non pas en termes de sexualité, parce qu'une fois qu'on a arrêté, le sujet, pourra reprendre une vie sexuelle au bout de quelques semaines, mais surtout au niveau métabolique, au niveau osseux, il y a des problèmes au bout d'un moment, hein. Donc ça veut dire qu'il faut bien les suivre et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. On ne peut pas mettre un sujet, comme ça, sous Androcur ou une autre molécule pendant, des années et des années. À un moment donné, c'est dangereux pour le sujet. Donc il faut arrêter à ce moment-là. Donc si vous voulez, c'est à la fois intéressant pour des cas et à la fois c'est misère et grandeur du produit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, c'est plus possible. Après, il y a tout l'arsenal quand on a un sujet qui est très angoissé, qui a peur de repasser à l'acte, qui présente, voilà, beaucoup d'éléments de ce type-là. On peut toujours, prescrire, des neuroleptiques ou des anxiolytiques qui vont aider aussi le sujet. Parce que si justement le sujet a besoin, c'est parce qu'il est trop angoissé qu'il passe à l'acte sur un enfant ou sur sa fille ou sur des choses comme ça, vous voyez? On peut aussi aider. De même que, les antidépresseurs peuvent aider, notamment chez les exhibitionnistes. Parce qu'il y a toute une dimension dépressive que l'on découvre au fur et à mesure. Donc tout ça peut aider, mais il n'y a pas, de traitement, miraculeux, mais pourquoi ne enfin, il ne faut pas non plus les écarter, vous voyez? En tous les cas, le traitement médicamenteux ne suffit pas tout seul. Il faut absolument c'est une étape, c'est un moment qui permet de tenir le coup,
mais il faut absolument que ça soit en même temps En avec même une temps. prise en charge, psychothérapeutique, individuelle ou groupale, ce que l'on veut, mais il faut absolument que ça soit voilà. Donc c'est un peu ça le voilà, ce qu'on peut faire avec les médicaments. Merci Gabriel. Il y a eu une réflexion. Oui. Avez-vous pu Mmh. évaluer le taux de réussite non récidive des différentes thérapies que vous proposez? Mmh. Bah, juste le problème, enfin moi, oui, je réponds d'abord, il y a bien sûr des études sur la récidive, hein, mais qui ont été faites et en tout cas, pour être très très rapide, effectivement, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le taux de récidive de la violence sexuelle, est peu important. Il est moins important que dans d'autres formes de violence, hein. C'est un taux, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est effectivement, au niveau statistique, un taux de récidive peu important, mais évidemment, je dis contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'effectivement, bah, notamment sur le plan on ne parle notamment sur le plan médiatique, voire, politique, que de ceux qui ont, hein, récidivé. Donc les faits divers occupent tout l'espace. Donc on peut donc ça le piège évidemment, c'est de il faut éviter de généraliser bien sûr et en tout cas évidemment, moi en ce qui me concerne par rapport à mon travail en prison, je n'ai pas d enfin je n'ai aucune information sur, par rapport à la récidive éventuelle de certains patients, sauf quand effectivement, on entend, on a des échos par des soignants d'autres prisons et cetera, qu'un tel s'est retrouvé à nouveau en prison. Parfois pour le même type de fait, hein, que pour celui p enfin qu'on avait connu ou parfois pour d'autres types de faits et donc voilà, c'est uniquement par ce biais-là qu'effectivement, on entend ou parfois dans les médias, c'est arrivé là encore, récemment, il y avait un procès de patients que j'ai suivi et qui dont qui effectivement a récidivé. Effectivement, l'affaire était aussi assez médiatisée. Donc moi finalement, j'ai peu d'échos, hein. Par contre, effectivement, par rapport à la notion de réussite de la thérapie, puisque c'était un peu la question qui était posée, et ben, on peut percevoir, nous, tout au long du parcours de soins du sujet, hein, que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert, on peut percevoir toute une évolution positive et notamment la façon dont il peut arriver à accéder à son monde interne, à peu, élaborer, toutes les zones obscures dont je parlais, les vécus émotionnels inaccessibles et cetera. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir progressivement. Progressivement et là aussi, donc on peut voir l'évolution psychique et on peut du coup, nous, en tant que thérapeutes, penser que une fois sorti, avec tout le travail de préparation à la sortie qui est hyper important, c'est-à-dire le lien entre le travail thérapeutique en prison et le travail thérapeutique à l'extérieur, notamment dans les consultations spécialisées, on peut penser que ce sujet-là, s'il est pris en charge dans une structure, notamment spécialisée pour les cas les plus lourds, pourra continuer à évoluer et qu'effectivement alors nous, thérapeutes, on ne va pas parler de récidive. Récidive, c'est un terme judiciaire, juridique. Nous, on va parler de répétition ou de réitération, hein, mais effectivement ou de rechute, mais on peut penser effectivement que tel ou tel sujet va continuer à évoluer positivement et donc du coup, s'il évolue positivement psychiquement, notamment, c'est tout ce qu'on appelle le processus de subjectivation, hein, pouvoir se situer comme sujet et aussi, évoluer par rapport à sa perception et à la reconnaissance de l'autre, hein. On parlait de ce déni d'altérité. On voit comment si on voit que ce patient peut évoluer, on peut espérer qu'il ne répétera pas le passage à l'acte. C'est tout ce qu'on appelle la désistance, hein. La désistance, c'est se désister du processus de répétition et on peut donc penser qu'il ne récidivera pas en termes judiciaires, voilà. Mais effectivement, c'est en tout cas, voilà, moi, ce que j'aurais à dire par rapport à cette histoire de la récidive. Nous, on n'a pas de nouvelles finalement de nos patients. On a peu de nouvelles, sauf quand on est en lien avec des structures qui le suit, effectivement. Mais par exemple, moi, à Melun, les patients pouvaient être envoyés au moment de leur sortie, pouvaient aller dans toute la France, voire aux Antilles ou ailleurs.
enfin, métropole ou Antilles, etc. Donc, on n'a pas forcément de nouvelles. Bah, maintenant, j'en aurais, puisque je connais avec les liens avec les Antilles, mais effectivement, on pourrait en avoir. Mais voilà, on n'a pas forcément de nouvelles de nos patients. Et oui, alors peut-être pour compléter, alors dans le livre, on en parle, hein, on cite, il y a eu, pour ça, les Canadiens sont toujours très forts. Ils ont mené une étude longitudinale et en réalité, effectivement, le taux de récidive est peu élevé. Ce qu'ils ont cherché aussi à mesurer, c'est les leviers pour lesquels il y a peu de récidive. Et un des indicateurs, c'était aussi une formation solide, parce que c'est aussi ce sur quoi on insiste dans notre livre, et c'est pour ça que les CRIAVS existent aussi, puisque ce sont des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc au sein des CRIAVS, il y a des formations pour le personnel de la justice, pour les médicaux, les paramédicaux, etc. Tout l'enjeu, c'est de bien comprendre comment les auteurs de violences sexuelles fonctionnent, quels sont les mécanismes psychiques à l'œuvre, qu'est-ce qu'un passage à l'acte, et en fait, c'est ce qui aide derrière toutes les personnes qui décident de les prendre en charge, d'avoir ces connaissances-là. Évidemment, ça aide à avoir les bons leviers thérapeutiques. Donc, c'est aussi ce qui fait, on va dire, le succès de la thérapeutique. Maintenant, oui, on ne sait pas forcément, nous, effectivement, après ce qu'ils deviennent. Ce sur quoi on travaille aussi quand on essaye d'historiciser avec eux leur vécu, de les faire effectivement, enfin, de les amener à ce processus de subjectivation. Ce qu'on essaye aussi de les aider à déterminer, c'est quels ont été les facteurs vulnérables, en fait, à quel moment, qu'est-ce qui a précipité le passage à l'acte. Et donc, on les aide aussi, on les accompagne dans la détection de ces facteurs de vulnérabilité, et pour qu'ils soient capables, eux, ensuite, une fois les soins pénalement ordonnés terminés, de solliciter de l'aide, d'avoir cet insight, en fait, cette capacité de recul sur eux-mêmes pour s'auto-gérer et diminuer les risques d'envahissement que l'on a dans les passages à l'acte, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit aussi dans les soins pénalement ordonnés, enfin, chez certains sujets que l'on reçoit, c'est qu'une fois les soins terminés, enfin, du point de vue de la justice, certains souhaitent effectivement poursuivre leurs soins parce c'est la première fois finalement de leur vie qu'ils se penchent sur leur vécu, sur leur monde interne, comme tu disais, Caroline. Donc, nous, on se dit que voilà, quand la thérapie a réussi à les amener à ça, on a gagné quelque chose. Et je vois une question. Oui, donc, c'est Natacha, vous dites, j'ai été en cabinet face à un homme qui avait ses 10 ans d'accompagnement post-condamnation, qui avait terminé son accompagnement et qui cherchait à nouveau à être accompagné après 5 ans. Donc, ce cas de figure-là, effectivement. Il y a des consultations spécialisées pour les auteurs de violences sexuelles. Et ce que vous pouvez faire pour les trouver, pour les identifier, c'est de contacter justement les CRIAVS, les centres ressources, puisque, alors, certains centres ressources comme celui qu'a créé Gabriel, en fait, a aussi créé une unité de soins, de prise en charge, mais tous les CRIAVS, en fait, n'ont pas d'unité de soins adossée à leur structure. En revanche, ils sont à même d'indiquer qui peut les prendre en charge, enfin, qui peut prendre en charge les auteurs de violences sexuelles. Voilà, donc ne pas hésiter à les contacter. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la récidive. Moi, j'en ai eu des récidives, hein, quand même. Je ne veux pas faire le... En tant que médecin coordonnateur, j'en ai vu. Et en tant que thérapeute dans l'unité qu'on a mis en place. Évidemment, mais c'est pas du tout la même importance que par exemple les toxicos, par exemple, qui récidivent énormément, les voleurs qui récidivent énormément. Ils récidivent moins les nôtres, mais malheureusement, quand ils récidivent, et ça fait le tour de voilà. Donc c'est ça. Mais c'est pas une population qui a voilà.
Sauf si le processus, surtout si le processus a été un petit peu engagé avec nous. Mais si c'est pas engagé, là oui, parce que c'est comme un bégaiement, quoi, hein. Je veux dire, ils recommencent jusqu'à ce qu'on les prenne, ce qu'on Mmh. les attrape. Mais Mhm. après, c'est quand même beaucoup moins fort, hein. C'est beaucoup, voilà. Mais ça récidive quand même, hein. Faut pas non plus croire qu'on a la thérapie miracle, hein. Il y a pas de thérapie miracle. Et comme on est à l'Association européenne des psychanalystes et qu'on parle beaucoup d'Europe, est-ce que vous travaillez conjointement avec d'autres pays? Comment ça se passe dans les autres pays? Ou vous êtes très, très tourné vers la France? Ou comment ça se passe dans les autres pays d'Europe? Alors, en tout cas, oui, on a des contacts, que ce soit avec des pays européens ou autres, et notamment des contacts internationaux. Et ça, c'est depuis ouais, les années, notamment les années. Alors, c'est au-delà de l'Europe, hein, mais justement, c'est hyper important. Ça rejoint toujours l'idée de ne pas travailler seul. Et on n'est pas. On ne peut pas travailler seul avec ces sujets et en équipe et en France. Enfin, c'est important effectivement de se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs, hein, de ce qui se fait ailleurs. Alors, effectivement, on a des congrès tous les 2 ans qui sont organisés soit au Québec, soit dans les pays francophones. Alors là, par exemple, cette année, c'est en Suisse. Ça tourne entre le Québec, la France, la Suisse et la Belgique, hein, et ce sont des congrès énormes. Là, le prochain a lieu début juin à Lausanne. Et ce sont des congrès qui réunissent justement 300, 400 professionnels de ces différents pays et autres, hein, des pays africains, l'Italie, enfin bon, il y a énormément de pays, de professionnels de ces pays qui sont représentés. Et aussi bien, ce qui est passionnant dans ces congrès, c'est les échanges qu'on peut avoir, mais aussi bien avec des soignants qu'avec des professionnels du monde judiciaire, que ce soit des magistrats, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, ça permet des échanges et ça permet effectivement de sans arrêt voir l'évolution des recherches, hein. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont présentées sur énormément de thématiques dans ces congrès. Donc, ça permet vraiment de se tenir au courant de l'évolution des évolutions sur le clinique et théorique que font les uns et les autres et au-delà de la France. Et ça, vraiment, depuis les années 90. Hein, le premier voyage d'études qu'on a fait, c'était dans 91 au Québec, où là, on a pu voir effectivement tout ce qui avait été mis en place pour les auteurs de violences sexuelles, notamment à l'Institut Pinel au Québec. Et c'est vrai que tous les professionnels français, on est tous revenus à la fois, parfois un peu surpris. C'était très centré sur le comportement, les approches cognitivo-comportementalistes, mais pas que. Il y a aussi des thérapies psychanalytiques. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a inspiré pour oser plus de choses. C'est un peu ce qu'on disait, oser entreprendre des thérapies plus incisives, plus directives, faire de l'évaluation, aborder les faits, etc. Et c'est à partir de ce premier voyage, auquel d'ailleurs je participais, que les premières structures sont apparues en France, structures spécialisées et en prison, avec le docteur Sophie Baron-Laforêt, et en milieu ouvert, notamment avec Paris et la consultation spécialisée du 17e et le docteur Roland Coutenceau aussi, dans 92, qui avait organisé ce voyage. Donc, vous voyez, c'est finalement, nous aussi, on s'est inspiré de l'approche québécoise. Donc, c'est sans arrêt, il y a sans arrêt finalement des allées et venues entre professionnels français de différentes approches, mais aussi sur le plan international. C'est hyper important. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. On va donner la parole si vous avez là maintenant des réflexions, des questions à demander à nos autrices. Vous levez la main ou ceux qui ne veulent pas, mais vous écrivez sur le côté dans le chat de la soirée. Peut-être que Nathalie, tu peux rouvrir ton micro et gérer les demandes de parole. Merci pour cet exposé, cette présentation de votre ouvrage et de votre métier. Donc, des questions, des réflexions, je pense qu'il y a un petit temps de digestion là, de toutes ces informations. Élise.
Oui, bonsoir mesdames, merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question à vous poser parce que l'injonction de soins, elle existe en pré-sententiel et aussi en post-sententiel. Ça dépend si on est dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou après si on est dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Et je voulais savoir si vous avez ressenti dans vos expériences une différence d'implication de vos patients suivant le temps où la mesure est imposée dans leur parcours judiciaire. Voilà. Je ne sais pas, vous voulez répondre l'une ou Est-ce l'autre? que, pardon, Élise, excusez-moi, vous pourriez répéter la deuxième partie de votre question? Je n'ai pas compris. En fait, est-ce que vous avez pu remarquer une différence d'implication des patients dans l'injonction de soins suivant que vous les recevez dans le cadre du suivi socio-judiciaire ou en amont dans le cadre du contrôle judiciaire ou également dans le milieu pénitentiaire? Parce Non, qu'il y a quand même dans le milieu fermé, il y a aussi des crédits de réduction de peine où ça les incite aussi. Enfin, ça fait partie d'un contexte. Alors, si vous voulez, je Oui, vais répondre comme souvent la logique, c'est milieu fermé, milieu ouvert. Je vais juste répondre par rapport au milieu fermé, la prison, et je laisserai mes collègues pour le milieu ouvert. À savoir, effectivement, vous avez raison, Élise, de dire qu'il y a toute cette pression aussi pour les condamnés par rapport à l'obtention de réduction de peine, mais à savoir quand même quelque chose de très important, c'est qu'en prison, il n'y a pas, sur le plan légal, d'obligation de soins, obligation de soins au sens large. Il n'y a pas d'obligation à se soigner. C'est-à-dire qu'en milieu contraint, il n'y a pas de soins contraints. Le soin contraint et le soin obligé pénalement n'a lieu qu'en milieu libre. Mais alors, en milieu fermé, on va parler d'incitation aux soins. Et c'est ce dont vous parlez effectivement, cette fameuse incitation qui est faite notamment par les juges d'application des peines et effectivement, le soin, l'adhésion aux soins et le fait qu'un condamné s'inscrive dans un suivi régulier fait partie des conditions qui vont lui permettre d'obtenir des réductions de peine. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout son comportement en prison, il y a effectivement est-ce qu'il est investi dans des activités de formation scolaire, est-ce qu'il travaille, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais alors effectivement, souvent les détenus, les personnes détenues vivent cette pression judiciaire, cette incitation aux soins, ils le vivent comme une obligation, puisqu'ils se sentent effectivement obligés d'adhérer à des soins et de nous rencontrer, puisqu'ils savent très bien que c'est une des conditions pour obtenir, par exemple, des réductions de peine ou des permissions de sortie ou des aménagements de peine. Mais ce n'est pas une obligation sur le plan légal. Sur le plan légal, il n'y a que de l'incitation aux soins. Donc, on a tout un travail pédagogique pour leur expliquer que finalement, ils sont libres en prison d'adhérer ou pas aux soins. Alors, évidemment, et certains disent, moi, je n'ai absolument pas besoin de voir un thérapeute et tant pis, je ferai ma peine jusqu'au bout, j'ai cette liberté-là, vous voyez. Et le soin contraint, par contre, existe en milieu libre, justement. Donc, voilà, c'était ce que je tenais à dire par rapport à cette notion d'incitation aux soins qui existe en milieu fermé et non pas d'obligation de soins. Donc, mais alors évidemment, c'est le différent, puisqu'effectivement, l'injonction de soins. Alors, par contre, oui, et nous, on travaille par contre beaucoup avec eux, tout le lien avec l'extérieur, notamment pour ceux qui ont une injonction de soins. C'est tout le travail de préparation à la sortie où on les oriente soit vers des structures spécialisées pour qu'ils puissent effectivement poursuivre le soin. C'est-à-dire qu'on n'est pas les derniers. Hein. Dès qu'on s'occupe de ces personnes détenues, d'emblée, on projette avec eux quel sera leur suivi à l'extérieur. Vous voyez, il y a vraiment c'est la notion de parcours de soins qui est adossée au parcours pénal. Hein, donc, on tient compte de l'avant et du suivi qu'ils ont pu faire avant, et on tient compte de l'après. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de soins en milieu fermé. Donc, mes collègues, je vous laisse parler pour le milieu ouvert. En milieu. Ah bah, allez-y, Gaëlle, si tu veux. Oui, non, mais par rapport effectivement
à l'obligation de soins, enfin aux obligations de soins, il peut effectivement y avoir des obligations de soins prononcées en présententiel dans le cadre du contrôle judiciaire. Et Oui. pour répondre à votre question, là, c'est très variable d'un patient à l'autre, enfin d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire qu'on va voir certains patients s'effondrer déjà pendant la phase de contrôle judiciaire, ou à l'inverse, d'autres qui vont être, comme le jugement n'a pas eu lieu, ils vont être déjà en fait dans une forme de défense. Et il leur est très difficile d'admettre ce qu'ils ont fait. Donc on a les deux types de postures. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, quand on les prend en charge en présententiel et qu'il y a toute cette phase de déni, bon, ou une banalisation, une minimisation, mais chez certains, ça peut être un déni massif. Donc là, l'idée, ça n'est pas de les amener à dire la vérité. Enfin, je veux dire, on n'est pas la justice, on n'est pas la police. On va essayer de les faire travailler sur eux en tant que sujet. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour certains sujets certains patients qui seraient en groupe, en présententiel, il y a cet effet miroir dont parlait Gabriel tout à l'heure, et que déjà d'entendre parce que quand on constitue un groupe, enfin, évidemment, on fait attention à la manière dont on forme ce groupe. On ne va pas mettre que des négateurs ensemble, on ne va pas mettre que des personnalités très narcissiques ensemble, ce serait impossible de travailler. Donc on va essayer de panacher et de faire en sorte que il y ait voilà, peut-être certains négateurs, d'autres qui au contraire sont bien avancés dans leur travail thérapeutique. Et à ce moment-là, d'entendre les autres, ça va les faire eux avancer. Et à défaut de dire ce qu'ils ont pu faire, d'admettre la réalité des faits qu'ils ont commis, d'entendre d'autres être en capacité de le faire, ça va les faire eux travailler, voilà, par cet effet miroir. Donc, en fait, on n'est pas là, nous, à vouloir absolument lever le déni qu'ils nous opposent. On va essayer de travailler avec eux autour des faits, sur leur vie, sur leurs émotions. Et encore une fois, par cet effet groupal, peut-être que eux en retireront quelque chose et lèveront le déni à un moment donné. Mais de toute façon, c'est compliqué aussi pour eux parce que le jugement n'a pas eu lieu. Donc il y a toutes les défenses, on va dire, psychiques qui sont encore là très, très fortes. Et ce qui est intéressant, il y a eu des études aussi menées sur la question du déni. Souvent, effectivement, le déni peut être important en présententiel. Il y a quelque chose qui s'effondre avec le jugement. Et là, effectivement, en prison, on voit qu'un autre type de travail peut s'instaurer. Et parfois, quand ils sortent de prison, au moment où ils vont être de nouveau confrontés au regard de la société civile, à nouveau, le déni peut refaire surface. Donc, c'est quelque chose de fluctuant et d'absolument pas figé. Et voilà, nous, on sait qu'on va travailler avec ça aussi. Je ne sais pas si, Gabriel, tu Oui, voulais... ouais, je compléterai en disant que tout ce qui est présententiel, enfin, qu'on n'appelle pas injonction, mais obligation de soins, ça compte au moment du procès. Et ça compte, c'est-à-dire que si le magistrat, si le juge voit qu'il y a eu un engagement parce que parfois, avant le Oui, c'est ça. procès, parfois ça dure 4-5 ans, hein. Les Ouais. procès, c'est pas tout de suite, hein, vous le savez, on l'entend suffisamment. Et donc, il y a tout un temps, voilà. Donc, c'est arrivé, moi j'ai eu plusieurs patients, effectivement, ça a compté. euh, Ça a compté pour. La sanction a été, voilà, ils en ont tenu compte pour la sanction. Ça, le sujet le sait pas forcément, hein, on leur dit pas non plus, parce que le magistrat, il est toujours libre, hein, ça peut compter comme ça peut ne pas compter. Il faut aussi que le sujet montre qu'il a évolué. S'il est toujours, dans les mêmes bases, en martelant qu'il n'est pas coupable de rien, que c'est elle qui l'avait cherché et cetera. Bon, s'il est toujours dans ce discours-là, c'est sûr que ça n'a pas servi à grand chose les 5 ans. Donc d'une part, avant, voilà. Ensuite, pour les sujets qui sont en injonction de soins, et je l'ai vu en tant que médecin coordonnateur, c'est parfois une catastrophe quand même. Parce que les juges, les magistrats, la société en général, aujourd'hui, elle veut
elle veut être sûre, elle veut bloquer les choses, elle veut qu'il n'y ait pas de vagues. Et des fois, on a des injonctions de soins de 5 ans, 7 ans, mais j'en ai vu de 10 ans, 12 ans. Comment voulez-vous que les gens s'investissent dans des parcours aussi longs? C'est désarmant parce que les Mmh. gens arrivent et vous disent: «Mais moi, j'ai déjà eu des soins en prison, j'en ai même fait Mmh. avant et maintenant on me met encore 10 ans». Alors, on me met 10 ans, ça veut dire 10 ans à aller voir quelqu'un, mais pas que le psychiatre comme vous l'avez expliqué, 10 ans aussi d'aller voir l'agent de probation, 10 ans où il faut aller pointer en tant Mmh. qu'agresseur sexuel au fichier, au commissariat. Donc des fois, c'est très désespérant et ça l'est aussi pour nous parce que personne d'entre nous prend quelqu'un, enfin sauf quand on serre la main d'un schizophrène, on sait qu'on va la serrer pendant 30 ans si on est toujours son médecin. Mais pour les Ouais. autres, on n'a pas cette attitude, vous voyez? Et donc là, c'est très difficile, c'est un temps, c'est difficile à Mmh. intégrer sur un plan. Et même nous, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 ans?» Donc d'où l'intérêt d'avoir des groupes, des façons de faire, des approches différentes parce que c'est quand même, voilà, la justice maintenant, c'est, largam à nu, hein, débrouillez-vous les psys, avec ça. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose sur lequel moi je pense, il faudrait réfléchir à nouveau, il faudrait que les gens se Mmh. réunissent un petit peu. C'est pas voilà, c'est et puis c'est un peu, c'est imaginez quelqu'un qui a déjà fait, 10-15 ans de prison, qui a eu des soins et qui en a encore pour, 10-15 ans d'injonction de soins. C'est quand même pas facile, hein, donc voilà. Donc je veux dire un petit peu et puis pour les thérapeutes non plus. Mmh. Ça fait partie d'ailleurs des débats, actuels, notamment, chez les magistrats, effectivement, de pouvoir, même si une injonction de 10 ans ou de 15 ans, 20 ans parfois, hein, c'est ça, Ah hein, ouais, 20 ans, parfois, oui, oui, oui. l'injonction de soins a été prononcée, c'est qu'effectivement, par le biais aussi du médecin coordonnateur et cetera, on puisse tenir compte de l'évolution et que ça puisse être, cette durée puisse être, diminuée, en fait. Ça fait partie notamment là, il y avait un congrès de l'Association nationale des juges d'application des peines en décembre à Paris, qui évoquait, enfin, effectivement, cette possibilité et comme à l'audition publique aussi en 2018, pour les 20 ans de la loi de 98, il était question, hein, qu'il puisse y avoir des diminutions de la durée de l'injonction de soins puisqu'effectivement, après, ça devient, comme on dit, une espèce de coquille, vide de sens. Puisque Mmh. l'injonction de soins, c'est un des contenus de ce contenant que représente le suivi socio-judiciaire, hein, avec, plusieurs obligations, dont l'injonction de soins. Donc effectivement, il faut que ça ait un sens à un moment donné. Donc voilà, ça fait partie des choses, qui sont réfléchies actuellement en tout cas. Mmh. D'autres prises de parole? Il y avait une question sur la prévention, notamment Ah pour oui, les sur la prévention adolescents. chez les adolescents, oui, j'ai vu ça, oui. Prévention sur les adolescents, ouais. Mmh, Ouais, mmh. donc Avec oui, Cité bah, Boutique. on finit, d'ailleurs notre ouvrage, Ouais. là-dessus, hein, sur la question de la prévention, puisque, bah, il y a 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire. Et la primaire, c'est avant que les actes n'aient eu lieu, n'aient été posés. Secondaire, c'est quand il y a malheureusement eu effectivement des premiers actes. Et tertiaire, c'est quand il y a eu de la récidive. Et au niveau des adolescents, alors bon, ça aurait pu, pardon, faire l'objet d'un autre ouvrage, mais en tout cas, on parle effectivement rapidement de la clinique des adolescents et que parmi certains auteurs de violences sexuelles pris en charge à l'âge adulte, il y a effectivement des actes qui ont déjà été posés dans l'adolescence. Alors, pas forcément de la violence sexuelle, mais bon, en tout cas, des actes de violence, de la transgression. Après, dans un climat, voilà, tout dépend effectivement eux-mêmes dans quel climat ils ont grandi. La question de la sexualité, du sexuel, comment elle est dans, enfin, dans leur monde interne, qu'est-ce que vient représenter le sexuel, la sexualité. Et donc, ça, c'est évidemment des choses que l'on peut prévenir et travailler en amont
Et on insiste bien dans notre ouvrage sur la nécessité de prendre en charge les adolescents quand il y a eu des actes comme ça délinquentiels posés dans l'adolescence, pour éviter une éventuelle entrée, même si ça n'est évidemment, et Dieu merci, jamais certain, mais une éventuelle entrée dans une carrière délinquentielle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... Gabriel, toi qui as pris en charge pas mal d'adolescents, Oui, alors c'est pénible, hein, les adolescents. C'est pénible parce que tout peut se voir. On peut se retrouver avec un adolescent simplement qui a tripoté son petit frère, la petite sœur ou le petit cousin parce qu'il est dans une recherche à la fois identitaire, à la fois sexuelle, à la fois euh, voilà, parce que bon, voilà, l'adolescence est là et que ça le travaille. Et puis, on peut avoir, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, des adolescents qui sont déjà, avec des passages à l'acte, très violents. Je me rappelle d'un adolescent qui avait violé des femmes adultes, même des vieilles femmes et qui était dans quelque chose de très destructeur, parce que vous voyez bien que là, c'est pas du tout la sexualité dont il est question, mais plutôt d'une destruction, d'une compétition, il était dans une recherche, vraiment, de lui et puis il était dans une rage intérieure aussi par rapport à son histoire et cetera. Donc, vous voyez, c'est très différent comme profil. On peut pas avoir la même approche et bon, je crois qu'aujourd'hui, la prévention, il y en a beaucoup qui est tentée, notamment, il y a tout ce qui se passe autour des images pornographiques, qui sont là et qui banalisent, évidemment, l'acte sexuel et qui surtout, montrent des stéréotypes, féminins, masculins de la sexualité où l'homme est dominant, la femme semble être contente de cette domination. Enfin bon, il y a beaucoup de choses là-dedans qui perturbent l'adolescence. C'est pas de voir du porno en soi, c'est quelles images, bien que les jeunes sont souvent beaucoup plus effrayés par les images pornographiques qu'on ne pense. Et puis il y a, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc l'adolescence, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe et on peut pas, aborder, et puis il y en a aussi il y a aussi des phénomènes, de groupe à l'adolescence, vous savez? Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup notamment en zone urbaine avec tous ces viols en réunion, qui sont là qui sont l'objet d'adolescents déjà marginalisés et où la conduite de viol est un enjeu de caïds qui demandent qu'on viole la copine, etc. Et où il y a tout un jeu de force et de mise en valeur comme ça par ce rite presque initiatique, hein, pour entrer dans la vie adulte. Donc voilà, donc c'est pour ça il y a des choses très très différentes et des manières de voir qui sont des approches qui vont être évidemment différentes. Je sais plus quelle était la question. C'était la question sur l'adolescence. Je voyais aussi C'était sur la une prévention. demande de bibliographie aussi sur la Ah, prévention de la violence sexuelle chez les adolescents, c'est ça? Donc, on essaiera on va vous trouver ça. oui. On je transmettra. me disais Il y a peut-être, Pascal Roman qui a beaucoup Oui, aidé. oui, Pascal Roman, bien sûr. Mais je me disais, oui. Caroline, pardon, je ne sais pas si Frédéric peut Oui, intervenir là. Frédéric Lavez, elle est toujours là, Oui, elle est où, Frédéric Lavez? Frédéric? Frédéric. Elle est partie. Et Frédéric Lavez qui a écrit une thèse très passionnante sur justement la violence sexuelle à Ouais, elle est l'adolescence. partie. Je ne sais pas, Frédéric, si je la vois toujours, mais je ne sais pas si elle est là, elle est peut-être plus là. Je vois toujours son nom. Oui, il y a son nom, mais bon, peut-être qu'elle n'est Ouais. plus là. Mais en tout cas, oui, Pascal Roman, oui, il a fait toute une recherche, mais plus en termes d'approche, du fonctionnement psychique. Il a écrit sur la violence sexuelle adolescente, et c'est plus en termes d'approche psychique et des thérapies à mettre en place que sur la prévention, en fait. Mais bien sûr, il faut lire. Oui, oui. Alain Rowe aussi, je vois, qui est Ouais. là et qui a coécrit un livre. Alain, tu veux dire quelque chose? Ah bah Frédéric, je te Frédéric revois est là. là, oui, On parlait de toi. Est-ce que tu veux parler de la violence, la prévention et de la violence sexuelle chez les adolescents? Et Alain Rowe aussi qui est là et qui a écrit un bouquin avec Claude Savino sur les adolescents auteurs de violences sexuelles.
Mais je revois Frédéric. Oui. Bonsoir. Merci Bonsoir. de m'appeler. Oui, en fait, la question de la prévention à l'adolescence, bah, elle est fondamentale. Et alors, avec tout ce qui a été dit par Gabriel, bonjour Gabriel, sur Bonjour. effectivement sur tout ce qui est la question de la pornographie, de l'accès à la pornographie et de la banalisation de la violence comme comme pendant de la sexualité. Et ça, c'est effectivement, c'est assez dramatique. Et puis, surtout, la prévention. Alors moi, je parlerai plutôt de la prévention tertiaire, hein, parce que vous avez bien fait la différence entre les 3 niveaux de prévention. C'est que, alors d'abord, une orientation vers les CRIAFS qui ont une mission prévention, donc y compris pour les adolescents. Donc c'est effectivement une ressource. Et puis, donc sur la question de la prévention secondaire ou tertiaire, moi, ma clinique m'a appris. Donc, parce que, comme tu le disais, Caroline, moi j'ai travaillé longtemps avec des adolescents auteurs de violences sexuelles, auteurs de violences sexuelles judiciarisées, c'est-à-dire ce ne sont pas des comportements dits sexuels problématiques, c'est vraiment des questions de passage à l'acte délinquants ou criminels. Donc, c'est vraiment une population particulière. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de différencier les niveaux de ce qu'on appelle la violence sexuelle. Voilà. Et donc, donc, moi, je parle de ma place de clinicienne avec des adolescents auteurs de violences sexuelles, auteurs de crimes sexuels. Donc, crimes sexuels, c'est-à-dire des viols, hein, viols, fellations, c'est de ça dont il est question. Eh bien, c'est extrêmement important de faire tout ce travail thérapeutique que vous avez très bien décrit pour les adultes, pour les majeurs, qui est ce travail d'accès à la symbolisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et ça procède, donc le soin procède de la prévention secondaire ou tertiaire. Donc ça, c'est très important. En ce qui me concerne, bon, pour faire ce travail, moi j'avais, Caroline, toi c'était l'art-thérapie. Et on a beaucoup travaillé sur ces questions de médiation. Et moi, je travaille avec le psychodrame de groupe et en groupe. Et effectivement, c'est un travail extrêmement important. Mais c'est Claude Ballier et André Ciavellini parlaient de champs à défricher dans leur rapport de recherche de 96. Donc depuis plus de 30 ans, enfin non, depuis 30 ans, il y a quand même du travail qui a été fait et qu'il y a eu pas mal de défrichage et il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là, effectivement. Merci. Merci Fred. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive plus ou moins là en fin de soirée. On aurait envie de vous écouter pendant des heures. On vous remercie toutes les 3. Les personnes qui veulent s'inscrire à l'APE, pouvez le faire sans aucun problème, être membre de l'APE. Ça vous permet d'assister à ces séminaires, ça vous permet d'aller à nos groupes, 2 fois par an, on fait un stage et on fait aide-moi Nathalie. Un festival qui sera au mois d'octobre à Paris. Et donc, on serait très heureux de vous accueillir tous et toutes à l'APE et puis de se revoir très prochainement pour le second tome de votre livre, des prochaines histoires. On y pense, on y pense. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Et merci de nous avoir invités. Merci à tout le monde d'avoir été là, nous avoir écoutés. Merci à vous tous. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.